Europe 1. 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est philosophe et députée au Parlement européen. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. À Marseille, au cœur des quartiers nord, le président de la République écoute, rencontre les habitants, promet de changer les choses, y compris bien sûr sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut ? Je crois que malheureusement, ce qui n'a pas été fait pendant les 4 ans de ce quinquennat ne se fera pas dans les derniers mois. Et je pense que malheureusement, tout le monde a compris que c'était plus un candidat qui fait sa campagne qu'un président qui vient agir. La vérité, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron se trouve à Marseille aujourd'hui. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est que cet été, il y a eu une succession de règlements de compte. Presque plus d'un par semaine. Le dernier, c'était il y a quelques jours, un jeune de 14 ans tué par balle, un autre jeune de 8 ans blessé grièvement. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui doit rendre des comptes pour cela, parce qu'il est au seulement pouvoir lui, c'est 4 ans d'Emmanuel Macron, mais c'est 40 ans aussi, certains disent, impuissance, gauche et droite comprises, y compris avec votre couleur politique. Bien sûr, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron soit le seul responsable de cette situation. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité quand on est aux affaires. Et on a vu à quel point le président de la République était capable d'employer un ton martial quand il s'agissait de l'épidémie. J'aurais aimé entendre Emmanuel Macron, depuis le début de ce quinquennat, dire « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la drogue. Nous sommes en guerre contre les délinquants. Nous sommes en guerre contre tous ceux qui pourrissent la vie des Français. » Parce que ça n'est pas seulement Marseille. Mais vous ne croyez pas Marseille, en sa volonté, c'est un laboratoire de ce qui se passe dans la France entière. C'est-à-dire, est-ce que de c'est ce qui se passe quand l'État recule et que les Français sont directement exposés à la violence. Cet été, ont été publiées les statistiques de la délinquance pour l'année 2020. Elles sont dramatique. Jamais notre pays n'avait connu depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est le quinquennat d'Emmanuel Macron. Une remontée du nombre des homicides et des tentatives d'homicide. Est-ce que c'est l'État qui recule ? Est-ce que c'est spécifiquement Marseille qui est malade de tous ces problèmes, qui concentre tous ces problèmes, ou est-ce que c'est l'État qui est défaillant vis-à-vis de cette ville ? Parce qu'il y a d'autres zones en France enclavées, défavorisées, avec de tels règlements de compte. C'est pour ça que je vous dis que Marseille, c'est le laboratoire de la France. C'est ce qui se passe dans la France entière, qui est peut-être plus visible qu'ailleurs à Marseille, parce que Marseille concentre beaucoup de difficultés. Mais dans la France entière, le nombre d'homicides a remonté, et c'est encore une fois inédit depuis très longtemps dans notre pays au cours de l'année 2020. Le nombre d'agressions violentes est passé de 300 000 en 2019 à 350 000 en 2020. Et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Et vous voyez, encore une fois, cette espèce de sursaut tardif ne masquera pas le fait que nous n'avons pas su, sous la présidence d'Emmanuel Macron, appliquer le quoi qu'il en coûte. Quand on veut faire la guerre à la délinquance, alors on doit la combattre quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, vous êtes dans la dénonciation. Est-ce que vous avez ce matin une proposition ? Vous êtes aussi un responsable politique, un électrochoc sécuritaire, social ou culturel pour cette ville et d'autres villes dans cette même situation. Une proposition ne suffira pas. Et comprenez-moi bien, quand on fait la guerre, on mobilise toutes les énergies. Quand on fait la guerre, on donne des moyens aux forces de police, aux forces de l'ordre. Quand on fait la guerre, on reconstruit la chaîne pénale. Voilà une proposition très simple. Et on fait en sorte que les peines soient appliquées dans notre pays. Aujourd'hui, au bout de 1 an, après une condamnation, 45% des peines ne sont pas appliquées. Quand la justice est à ce point faible, parce que depuis trop longtemps, et encore une fois, je reconnais parfaitement que c'est une dégradation qui n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais rien ne s'est fait pendant ce quinquennat pour redonner à la justice les moyens de ses missions. Rien, dites-vous ? Rien ne s'est fait ? Non, nous avons toujours l'une des justices. Oui. Bien sûr que non, au contraire, j'irais même plus loin. Pendant la crise du coronavirus, on a eu un ministère de la Justice qui s'est félicité d'avoir libéré de manière anticipée des centaines de personnes qui étaient incarcérées, qui étaient en cours d'exercice de leur peine. Donc, ça veut dire que, au fond, quand vous dites que le travail des policiers et des gendarmes est détruit par le fait que vous libérez de manière anticipée, en cours et en fin d'exercice de leur peine, sans aucune espèce de précaution des gens qui sont en détention, de fait, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un autre résultat que celui qu'on a connu. Et je ne dis pas cela pour la polémique politique gratuite, je dis ça parce que nous avons devant nous une immense responsabilité qui est celle de reconstruire un pays dans lequel la sécurité soit de nouveau une réalité. Oui. Et cette reconstruction passe par l'école. Il y a l'importance de l'école. Et en ce jour de rentrée, François-Xavier Bellamy, scolaire, c'est un sujet brûlant. Depuis des années, il y a une crise de l'autorité et un déclassement que vous dénoncez. Déclassement, est-ce que ce sont vos lunettes déclinistes qui vous font dire cela ? Non, ce sont mes lunettes de professeur. J'ai enseigné pendant plus de 10 ans. Et en cette rentrée particulière, je voudrais évidemment dire mon soutien à tous les enseignants qui reprennent le chemin de l'école. Ils portent à bout de bras aujourd'hui un système scolaire épuisé. Et ce système scolaire, c'est pour lui que j'ai voulu formuler des propositions, parce que vous avez raison. Le constat de la crise, il est fait depuis longtemps. Et ce constat est presque devenu un peu facile. Nous savons que nous sommes aujourd'hui le pays dont les résultats scolaires sont devenus catastrophiques. Celui dont l'enquête Teams a montré que nos élèves avaient les moins bons résultats en mathématiques de toute l'Europe, les moins bons résultats de toute l'Europe. L'enquête
les enquêtes annuelles du ministère de l'Éducation nationale montrent qu'un jeune majeur sur 5 en France a du mal à lire le français. Et les enquêtes PISA ont aussi montré que nous sommes le pays le plus inégalitaire de tous les CDE. Sortons du constat du diagnostic. Vous dévoilez ce matin des propositions. Mais il faut le redire parce que quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale hier qui nous dit encore que tout va bien, que les choses se sont améliorées et que la situation est sous contrôle, moi je dis au contraire que ça devrait être... Attendez, vous êtes le seul lucide aujourd'hui dans la classe politique. On a l'impression que ni Emmanuel Macron ne voit rien sur la... Non, je m'inquiète pas, je pose la question. Il y a 850 000 professeurs en France qui, j'en suis sûr, sont très nombreux à partager ce constat parce que c'est leur expérience. Il y a des millions de parents d'élèves en France qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants parce qu'ils voient bien que l'école, et en particulier dans les familles les plus modestes, dans les quartiers les plus en difficulté, l'école ne parvient plus à transmettre à leurs enfants les savoirs les plus fondamentaux. Monsieur Bellamy, ce matin, au niveau d'ailleurs d'abord de l'école primaire, quelle proposition phare portez-vous ? Moi, je crois qu'il faut tout miser sur l'école primaire et c'est ce que nous avons placé au cœur des propositions que je formule ce matin. Tout commence à l'école primaire. Il faut consacrer 50% du temps à l'école primaire, à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. C'est fondamental. Nous n'avons pas cessé de disperser les apprentissages, de multiplier les activités périscolaires. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut se concentrer sur les programmes. Il faut reconstruire une école qui transmette des connaissances. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir Jean-Michel Blanquer face à moi ce matin. Quand je lui pose ces questions, c'est exactement cette réponse qu'il nous fait. Mais si Jean-Michel Blanquer a suscité un espoir au début de ce quinquennat, et moi-même j'ai cru qu'il allait peut-être pouvoir redresser la barre, c'est parce qu'il disait des choses qui pouvaient paraître convaincantes. Le problème est du côté de l'action. En vérité, quand on regarde la réforme du lycée, et il faudra supprimer cette réforme du lycée, on voit qu'elle a contribué à fragiliser encore l'enseignement dans les matières fondamentales, en rendant le lycée d'ailleurs infiniment compliqué. Quand on regarde la réforme récente du CAPES, c'est-à-dire le recrutement des professeurs, on voit que Jean-Michel Blanquer a supprimé sur les 2 épreuves de l'oral une épreuve consacrée au contenu pour la remplacer par un entretien de motivation. Il faut tout concentrer sur le contenu, tout concentrer sur le savoir, la transmission du savoir. On va décliner encore vos propositions. Vous dites, vous faites le constat d'un pays ou d'une école malade depuis 40 ans. En quoi, vous avez cette baguette magique, justement, pour passer de la dénonciation à l'action ? Je n'ai pas de baguette magique, mais je sais qu'il faut tout changer. Il faut tout reconstruire, il faut tout refonder. Et ça n'est pas seulement moi qui vous parle de cette question, ça devrait être la grande cause nationale pour tout notre pays, parce que demain, on n'aura jamais une économie prospère si nos élèves ne connaissent pas les enseignements fondamentaux aujourd'hui en sortant d'école. On ne reconstruira jamais une société de civilité si on ne transmet pas une culture commune. Concrètement, remettre les savoirs au cœur de l'école, il y a aussi les enseignants et leur mission. Vous proposez d'augmenter les salaires de 20% en moyenne. Jean-Michel Blanquer souhaite que chaque professeur débute sa carrière avec un salaire de 2 000 € net par mois. Ça va dans le bon sens? J'ai l'impression que vous dites la même chose. Et là encore, au fond, on a attendu d'ailleurs la fin du quinquennat pour que Jean-Michel Blanquer fasse des évolutions sur ce sujet, et elles sont trop timides. Et on ne parviendra à donner aux enseignants une rémunération qui soit convenable parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Au regard de l'OCDE, nos enseignants sont sous-payés. On n'y parviendra que si on fait un choix très courageux qui consiste à tailler dans la structure administrative de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est 1 million de fonctionnaires. Combien? Quel chiffre? 1 million de fonctionnaires, et vous en avez 200 000 qui ne sont pas devant des élèves. Il faut absolument... Vous voyez, l'école est malade de tous les malheurs français. Exactement. Il faut quoi? Il faut absolument mettre fin à cette suradministration. Comment vous faites? Eh bien, ça suppose justement de déconcentrer l'organisation de l'éducation nationale, de réduire le nombre de personnels administratifs qui ne sont pas devant des élèves, et de faire en sorte, encore une fois, qu'on concentre tout sur l'action de terrain. Il ne faut pas tailler dans les effectifs enseignants, il faut au contraire soutenir les enseignants, leur faire confiance, leur donner les moyens de leur mission, les rémunérer comme ils doivent l'être, et pour cela, on ne fera pas l'économie de cette réforme de structure. Là, vous les caressez dans le sens du poil. C'est comme à l'hôpital, c'est comme dans l'agriculture. Est-ce que vous augmentez les enseignants en les faisant travailler plus? Parce que c'est tabou de s'attaquer aujourd'hui au temps de travail des enseignants. Est-ce que vous le ferez? Je pense qu'il faut réformer l'évaluation des professeurs. Là, vous voyez comme vous faites attention. Non, je ne pense pas qu'il faille augmenter leur temps de travail aujourd'hui. Il faut réformer l'évaluation des professeurs. Aujourd'hui, quand vous êtes un professeur qui s'engage à fond dans son travail, qui prend le temps d'un suivi pédagogique actif et renforcé, vous n'êtes pas forcément récompensé pour cela, pas plus qu'un professeur qui, lui, pour le coup, serait bien plus distant, bien plus absent. Et c'est ça le problème, en fait. Évidemment que les enseignants ont besoin de reconnaissance, et ceux qui s'engagent le plus ont besoin de cette reconnaissance en particulier pour être stimulés. Moi, je fais des propositions pour qu'on adapte l'évaluation des professeurs, comme ça s'est fait, par exemple, dans les systèmes scolaires qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. En fonction quoi, des zones dans lesquelles ils travaillent, vous voulez faire une individualisation en tous les cas de la rémunération?
en passant par évidemment la prise en compte de la situation pédagogique dont ils partent. Il faut arrêter par exemple d'envoyer les jeunes profs dans les quartiers les plus difficiles. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de jeunes collègues qui commencent leur carrière dans les endroits où c'est le plus compliqué. Il faut leur permettre d'avoir fait une première expérience avant de se confronter aux situations les plus difficiles. Il faut leur permettre aussi, quand ils sont dans ces situations les plus difficiles, d'être mieux soutenus, d'être mieux accompagnés, d'être mieux rémunérés aussi pour ça, de renforcer l'attractivité du métier. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de professeurs. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk, en cette rentrée, des dizaines de professeurs qui ne reprendront pas le chemin de l'école. Beaucoup qui démissionnent, qui quittent le métier, alors qu'ils sont fonctionnaires, alors qu'ils ont passé des concours très exigeants pour cela. Ils ne continueront pas à enseigner parce qu'ils sont écœurés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont fragilisés. C'est le signe d'un malaise profond et on ne peut pas ne pas réagir. Et je veux bien que Jean-Michel Blanquer ait dit des choses depuis le début du quinquennat. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il est lui aussi dans le déni de réalité. Quand il dit que les enquêtes internationales se fondent sur des chiffres trop anciens pour que ce soit l'évaluation de son propre bilan, il ment. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons ce bilan et que ce bilan montre que rien n'a été réellement reconstruit. C'est aussi une rentrée, il ne faut pas l'oublier évidemment, malheureusement, sous le signe du Covid. Vous restez convaincu, François-Xavier Bellamy, que le pass sanitaire est une mauvaise solution, même s'il apparaît comme étant accepté par une majorité de Français aujourd'hui ? Oui, je reste convaincu qu'il est une mauvaise solution et je le dis du point de vue d'un principe fondamental qui devrait être absolument décisif dans notre démocratie, c'est que, c'est ce que dit la Constitution française, nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Au fond, la question qui est posée est simple, si le vaccin était à ce point indispensable pour sortir de l'épidémie, si la vaccination généralisée, je veux dire par là, était à ce point indispensable, alors il faudrait une obligation vaccinale. Moi, je ne veux pas d'une société dans laquelle les droits soient différenciés selon les choix que vous avez faits. C'est une société très inquiétante. Je crois que le vaccin est utile. Le vaccin est utile pour protéger les formes graves du virus. Et c'est fondamental de le redire. Je ne suis pas anti-vaccin. Et les gens qui s'opposent au pass sanitaire ne sont pas... Mais que le philosophe que vous êtes réfléchi sur le pass sanitaire, sur la démocratie, sur nos libertés, c'est une chose. Mais le politique que vous êtes, qu'aurait-il fait pour accélérer la vaccination et protéger les Français ? Mais le politique que je suis, il aurait commencé par tout faire pour que les personnes les plus fragiles face au coronavirus soient vaccinées en priorité. Mais comment les convaincre ? En particulier, c'est l'un des points... mobiliser tous les professionnels. C'est l'un des angles oubliés de cette campagne. Comment vous faites pour les convaincre ? Je le redis, c'est l'un des angles oubliés, en effet. Et la France est l'un des derniers pays en Europe pour la vaccination des plus fragiles, pour la vaccination des personnes âgées, par exemple. Et c'est pas avec le pass sanitaire qu'on va résoudre ça. Parce que quand vous dites aux gens que s'ils n'ont pas le pass sanitaire, ils pourront pas aller en boîte de nuit, ça touche pas beaucoup les personnes de 85 ans. Or, c'est à elles qu'il faut parler en priorité. Parce que c'est elles qui peuvent développer des formes graves. Et je le redis, nous sommes parmi les derniers en Europe pour la vaccination des personnes fragiles. Oui, donc le pass sanitaire n'est même pas le bon levier. Vous le faites depuis le début, le constat. On l'a fait ce constat. Et le gouvernement aussi, ils essayent de convaincre ces personnes-là. Mais non, pas efficacement. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette crise, on a une gestion centralisée, bureaucratique de cette situation. On n'a pas associé assez les professionnels de santé. Les personnes vulnérables, ce sont souvent des personnes qui sont déjà soignées parce qu'elles ont d'autres maladies, parce qu'elles font partie des aînés dans la société. On n'a pas associé assez les médecins généralistes, les professionnels de santé pour aller chercher ces personnes. Et c'est ça qui aurait été le plus efficace. Vous pensez qu'il n'y aura qu'un seul candidat de droite en vue de 2022 ? Oui, bien sûr, il n'y aura qu'un seul candidat de droite en vue de 2022 et pour une raison très simple, c'est que s'il y en avait deux, vous le dites vraiment ? Bien sûr que je suis convaincu. Pourquoi ? Parce que s'il y en avait deux, tout le monde sait très bien que s'il y avait deux candidats de droite, aucun des deux n'aurait la moindre chance de se qualifier. Mais là, vous raisonnez à l'envers. J'ai bien compris que s'il y en a deux, c'est un suicide collectif, mais je vous dis, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il n'y en aura qu'un ? Ce qui me fait le dire, c'est que tout le monde le sait, en particulier les candidats. Et je ne vois pas comment aucun d'entre eux pourrait prendre le risque de faire perdre son camp en allant à une défaite absolument certaine. Donc, il n'y aura qu'un seul candidat. La question reste de savoir comment nous allons départager un candidat. Il est temps de le savoir, non ? Bien sûr, moi je fais partie de ceux qui, au sein de notre famille politique, disaient depuis des mois qu'il était nécessaire d'anticiper cette question bien avant les élections territoriales. Est-ce que la primaire est inéluctable ? Moi, je ne vois pas comment on peut faire sans une élection primaire. Donc pour une raison très simple. C'est d'abord qu'on a besoin d'un processus transparent pour sélectionner un candidat. Et deuxièmement, qu'on a besoin d'un débat de fond. On n'y comprend rien. Oui, je vous le dis ce matin, on n'y comprend rien. J'imagine ce matin un électeur, un sympathisant de droite qui se dit mais je comprends rien. Je pense que c'est un synonyme. Je viens de dire qu'on ne pourrait pas faire sans la primaire, ce qui veut dire qu'elle est inéluctable. Si vous voulez que je reprenne votre terme, oui, je crois qu'elle est inéluctable parce que nous avons besoin, je le redis, d'un processus transparent pour sélectionner un candidat. Et le plus important, nous avons besoin d'un débat de fond. Oui. On voit que la France est dans une situation de crise majeure. Vous regrettez que Laurent Wauquiez n'y soit pas allé ? Oui, je le regrette, parce que je crois que Laurent Wauquiez incarne une voix importante dans notre famille politique, qu'il a une parole forte depuis longtemps sur beaucoup de ces sujets qui inquiètent l'avenir de notre pays, et qu'il aurait eu beaucoup à apporter à ce débat. Il n'y va pas ?
Qui incarne sa ligne aujourd'hui ? Eh bien, c'est une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, apparemment. Non, enfin, je le dis très simplement, oui, je vous le dis très franchement. Je regrette que des voix aussi importantes que Laurent Wauquiez, que Bruno Retailleau ne s'engagent pas dans cette primaire. Je peux Peut-être parfaitement que vous le ferez à leur place. Je peux parfaitement comprendre leur motivation. Personne ne peut se voir reprocher est-ce que je le ferai à leur place ? Moi, je n'ai jamais eu la folie de croire qu'on pouvait s'improviser candidat à une élection présidentielle. Je suis député européen aujourd'hui, j'ai une mission importante devant moi. Oui. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il est fondamental. Ouais. Il est fondamental que cette ligne politique soit représentée dans la primaire. Bon, on l'entend. Et donc, c'est une question qui est devant nous aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy. Merci de nous avoir réservé sur Europe 1 vos propositions sur l'école. Merci Sonia Mabrouk, merci François-Xavier Bellamy. Bonne journée. Merci. À vous deux.